Bienvenue sur Ultra Mental, le podcast de référence en préparation mentale dans l'univers du trail running. Ici, chaque semaine, je reçois des athlètes, des experts et des passionnés pour des échanges inspirants autour d'un même sujet, comment développer un mental solide, performant et serein sur les sentiers comme dans la vie. Vous trouverez ici des clés concrètes, des histoires puissantes et peut-être même un peu d'inspiration pour repousser vos limites. Moi, c'est Pierre, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports d'endurance et j'accompagne les sportifs, mais aussi les entrepreneurs et les dirigeants à aligner leur mental pour performer avec plus de fluidité. Allez, je vous laisse maintenant avec mon invité de la semaine. N'oubliez pas de liker, partager et commenter cette vidéo. C'est super important pour son référencement. Allez, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Oui, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Benjamin Paulin. Salut Benjamin, comment vas-tu ? Salut Pierre, écoute, ça va bien, un petit peu fatigué vu le week-end qui s'est passé, mais tout va bien. Et oui, tu reviens. Alors là, on enregistre lundi et hier, c'était le marathon d'Annecy que tu as gagné. Tu as très bien gagné en 2h13. Félicitations déjà. Ouais, merci. Ça va, tu te sens bien au lendemain là ? Comment c'est dans le corps ? Alors, je commence à avoir l'habitude des lendemains de course, surtout le lendemain des longues distances, et je compare toujours au pire moment, donc je me dis que ça pourrait être pire. Tu vois, un lendemain de marathon, c'est moins pire qu'un lendemain de 100 km, donc finalement, ça va, je maîtrise maintenant. Ouais, non, mais déjà, franchement, bravo pour ta perf. J'ai pu suivre en plus en direct sur, je crois que c'est Montblanc TV qui retransmettait sur YouTube. Enfin, en tout cas, l'organisation du marathon d'Annecy retransmettait. Donc, c'était chouette. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Alors, justement, là, on se voit le lendemain d'un marathon. Euh, Ce qui te caractérise, justement, c'est ta pratique de la course à pied qui est particulière, qui t'est vraiment propre. Ce qui te caractérise, je pense, le mieux, tu me diras si je me trompe, c'est ta polyvalence, qui est vraiment impressionnante. Qui dit polyvalence, des fois, rime pas forcément avec performance, mais toi, tu arrives à faire cohabiter les deux, à être à haut niveau sur pas mal de distances. On t'a vu sur le trail court des championnats de France il y a quelques semaines plus tard, tu fais un marathon. Il y a quelques temps, tu étais encore sur du 100 km route. Euh, comment tu te définis, toi? En coureur, simplement, ou t'es plus dans une case que dans une autre? Moi, clairement, je me définis coureur. Alors, je me donne pas d'étiquette. Après, c'est plus les personnes qui ont tendance à me catégoriser en fonction des lignes de palmarès qu'ils considèrent la plus importante. Donc, si on Ouais. considère que un titre de champion de France, c'est le Graal, on considère plutôt comme coureur sur route, parce que j'ai été 2 fois champion de France de marathon et 2 fois champion de France de 100 km. Puis mes sélections en équipe de France, c'était sur route sur 100 km. Donc, certains disent que je suis un spécialiste du 100 km. Ceux qui connaissent depuis plus longtemps, ils savent que j'ai eu un gros passé où j'ai fait quasiment que du trail sur mes premières années. Mais moi, comme j'aime toucher un petit peu à tout, je me donne pas d'étiquette. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de faire plusieurs choses. Et comme tu l'as dit, je peux faire un marathon. Un mois après, je peux faire un trail court. Puis finalement, il y a quelques semaines, quelques mois, j'avais fait un 3000 mètres sur piste. Alors, je suis loin d'être spécialiste, mais je pense que moi, j'aime vraiment bien me dire, il y a une course qui me plaît, une distance qui me plaît, que j'ai envie de découvrir, j'ai envie de faire. Bon, je le fais, tout en sachant que j'ai forcément peut-être des capacités ou alors j'ai un plaisir à l'entraînement qui fait que je m'entraîne plutôt sur des types de courses qui sont soit des courses sur route assez longues, soit des trails roulants de format 50 Mm. km ou plus. Mais globalement, je touche un peu à tout, donc on me donnera l'étiquette qu'on voudra. Et au niveau de tes préférences, toi, vu que là pour le coup, franchement, effectivement, tu brosses large hein, en termes de pratique de course à pied. C'est où que tu te sens le mieux? Est-ce que ta préférence vraiment va là où tu es le meilleur, ce qui en général peut être le cas, ou parfois on peut préférer un endroit où on n'est pas forcément le meilleur? C'est vrai moi j'ai plutôt tendance à aimer là où je suis plutôt bon. Après, moi, ce que j'adore, c'est la planification de saison, c'est de se dire, il y a des périodes où je fais du court et là, je suis très content de faire du court. Et à la fin de cette période-là, le court, ouais, je suis un peu frustré d'avoir des courses qui durent qui durent pas assez de temps où je peux pas vraiment rentrer dans ma course. Et c'est à cette période, tout logiquement, que je vais sur des formats plus longs. Et quand tu vois, quand je fais un 100 km, je prépare un 100 km. Une fois qu'il est passé, je me dis, bah super, vivement que je retourne sur du court. Donc finalement, tu vois, la préférence, elle est très dépendante de la période de l'année. Et moi, j'ai quand même des formats de prédilection. C'est vrai que j'aime beaucoup. J'ai un paradoxe entre aimer enchaîner les courses, Hmm. tu vois, de faire 2, 3 courses par mois. C'est un truc qui m'anime, même si c'est pas toujours des objectifs, objectif 1, hein, on peut pas être toutes les semaines à fond. Mais j'aime bien ce côté répétition des courses. Et ça, c'est plus facile quand c'est des formats courts. Tu vois, pendant l'hiver, j'ai fait beaucoup de cross, de 10 bornes.
Ça, tu peux quasiment en faire en n'étant pas trop mal en perf toutes les 2 semaines, même toutes les semaines, mais bon, faut quand même s'entraîner entre. Mais donc j'aime ce côté, voilà, beaucoup de courses, mais ça veut dire format court, parce que tu peux pas faire un format long toutes les 2 semaines. Et en même temps, j'adore me dire que par exemple, j'ai une course dans 3 mois, j'ai pas de course objectif entre temps. Et là, je peux vraiment planifier une super prépa, comme ce que j'ai fait pour mes 100 kilomètres. Donc aujourd'hui, j'ai plus facile à m'imposer 3 semaines, enfin 3 mois de prépa pour des objectifs longs que me dire j'ai 3 mois de prépa pour un 10 bornes. Là, 3 mois de prépa pour un dimanche, je me ferais vite chier. Ouais. Ah, excuse-moi du terme, mais du coup, sur des formats 100 bornes, là, je me dis, ça vaut le coup de dédier une grosse prépa. Alors, 100 bornes ou Saint-Élion, tu vois, j'aime bien me dire, j'ai 3 mois où je vais dans ma grotte, je fais des petits dossards de préparation autour de la maison, mais voilà, je sors Mm. pas je sors pas des Vosges. Et ensuite, je fais le petit examen qui est la compétition, quoi. Oui, Donc, donc c'est ouais, un peu un paradoxe entre, voilà, j'aime bien les deux. bah oui, mais c'est ouais, c'est ce que tu viens de dire. Tu as quand même l'appétence du long pour pas avoir toute cette temps de préparation parce qu'au final, tu pourrais te préparer tout autant en faisant du court, en préparant un 10 bornes pour aller gratter 30 secondes ou 15 ou 10 secondes. Mais voilà, c'est moins ton délire. Tu bornes beaucoup. On parle de bornes. Effectivement, tu bornes beaucoup. Tu es à 200K plus par semaine, 200, 220, 230. J'en ai vu une il n'y a pas longtemps à 250. C'était joli. Et c'est pas une fois, hein, de temps en temps, c'est vraiment, c'est très régulier. Quand tu fais des perfs d'ailleurs sur les dimanches, quand tu fais des courses, en général, ça vient ponctuer une semaine à 200, 220 bornes. Euh, Est-ce que tu penses que c'est ça justement qui te permet d'encaisser ce volume-là et d'encaisser les courses que tu peux faire assez régulièrement et de mettre beaucoup de dossards? Ouais, je pense pas. Après, je sais pas si c'est le fait que j'ai une capacité génétique à bien récupérer qui fait que je fais des grosses semaines et je récupère vite et je peux faire des courses dans des semaines à. Je sais pas quelle est la part innée et Hmm. acquis, mais j'ai la certitude que le fait d'habituer son corps à des efforts répétés, beaucoup, beaucoup de volume, ce qui fait qu'ensuite tu peux toucher à tout. Ouais. Tu vois, globalement, mon volume, il est constant toute l'année, mais par contre, les séances dans les semaines sont pas du tout les mêmes quand je prépare un 100 bornes ou quand je fais un 3000 mètres ou un cross qui va durer 30 minutes. Pour autant, le volume, il est assez similaire. Alors, il y a des petites variations parce que quand je fais d'un 100 bornes, tu vois, les sorties longues qui font 50-60, forcément, ça fait vite augmenter le kilométrage. Mais on est entre, tu vois, 220 pour la préparation d'un cross qui dure 30 minutes et 250, 270 pour un 100 bornes. Donc, la différence est pas si énorme par rapport à la différence de la course en elle-même, quoi. Hmm. Mais moi, j'ai plutôt la certitude que le volume te permet de tout faire. En tout cas, c'est Après, ce qui marche. Ouais, c'est ce qui marche pour toi en tout cas. c'est ce qui marche pour moi. C'est Euh, ça qui est très spécifique, ouais. Je suis rentré directement dans le sujet, mais comment t'en es arrivé justement à cette pratique-là de la course à pied qui, encore une fois, t'es propre, tu fonctionnes sans entraîneur, tu t'es vraiment autodidacte sur ton truc, tu te renseignes, tu es un peu un bêta-testeur de tout le temps, voilà, tu fais les trucs. Comment t'en es arrivé là? On n'arrive pas comme ça à claquer 220 km, à faire des marathons, etc., etc. Quelle a été un peu la progressivité? Bon, on va faire long hein, parce que ça fait quelques années, mais comment t'en es arrivé là? Bah, globalement, moi, quand j'ai commencé à courir, moi, j'ai un profil qui est un peu à addiction facile, hein, comme je peux dire. C'est qu'en fait, quand je me mets dans un truc, je m'y mets à fond. Et au moment où je me suis mis à la course à pied, j'ai mon papa qui m'avait un peu challengé sur un semi-marathon. C'était il y a plus de 10 ans maintenant, c'était en 2014. Et on s'était donné comme objectif de le faire ensemble. Enfin, pas de le faire ensemble, de courir ensemble, mais de courir la même course. Du coup, il y avait un peu la compétition de se dire, bon, bah voilà, la course pour le coup était dans 3-4 mois. Et en fait, je courais un petit peu, mais c'était très ponctuel, une fois par semaine, grand, grand maximum. Et le moment où je me suis inscrit, j'y suis allé 4-5 fois par semaine. Alors, pas toujours des gros kilométrages, mais j'ai fait ça parce que c'était pendant l'été, j'avais moins, c'était pas pendant mes études. J'avais plus de temps, donc j'ai pas mal couru. Et bon, j'ai fait la course. Et ensuite, quand j'ai commencé à découvrir cette ambiance de course que j'ai adoré, je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai fait une première course, j'aime ça, j'aime bien m'entraîner. Et puis, tu vois, c'était la rentrée, donc je commençais à avoir un peu moins de temps. Donc au début, j'y allais une fois, 2 fois, 3 fois par semaine. Et puis, tu vois, au bout d'un moment, tu te dis, bah tiens, le lendemain d'avoir fait une sortie en course à pied, j'ai moins les jambes explosées, donc peut-être que je peux enchaîner 2 jours de suite. Et très vite, je me suis dit, bah, je me suis mis assez rapidement à courir quasiment tous les jours. Donc, parce que moi, j'ai toujours eu une approche. En fait, si je veux être bon pour courir, il faut que je le fasse souvent. J'ai toujours eu une approche volume avant d'avoir une approche intensité.
Donc pour moi, le plus important, c'était pas de courir une fois très très vite, c'était juste de courir souvent et de courir beaucoup. Donc je sais pas trop comment, parce que à ce moment-là, je connaissais pas grand-chose, hein, donc je me suis dit, bah, je voyais, tu vois, j'ai un gros passif jeux vidéo. Je savais que pour être dans les jeux vidéo, je jouais à des jeux, des MMORPG, donc tu vois, des jeux en ligne. Et en gros, plus tu joues, plus tu évolues vite. Et tu vois, en course à pied, il y a ce côté un peu gamification où je me disais, plus je cours, plus je vais progresser. Donc c'est pour ça qu'en fait, on en a arrivé assez vite à une fois par jour. Et puis au bout d'une fois par jour, bah, tu allonges les sorties dans la journée. Puis forcément, si tu commences à t'exciter un peu trop et augmenter trop vite le volume dans tes semaines, dans tes journées, ben, tu as les petites douleurs qui arrivent, tu as les petites tensions, les petits trucs comme ça. Donc, les premières années, là, je me suis pas blessé, le mot est un peu fort parce en réalité, c'était des petites tensions, des petites tendinites à droite à gauche, rien de fou. Mais c'était sans doute signe que voilà, j'augmentais un petit peu trop le volume à ce moment-là. Mais à partir du moment où voilà, le corps avait construit un peu la base et que la musculature, les articulations, tout était un petit peu habitué, les tendons. Après, la progression alors, a continué. J'ai continué à augmenter le volume petit à petit. Il faudrait que je regarde mes kilométrages, mais j'ai mon historique sur Strava depuis à peu près 2017. Et déjà à l'époque là, j'étais à 5 000 à 6 000 kilomètres par an. Ouais, Donc c'est énorme. ça fait 15-20 bandes par jour. Et en fait, ça a fait de 2017 à 2026, tu vois, ça a fait quasiment que augmenter à hauteur de 10-15% et de façon relativement naturelle. En me disant, en fait, j'avais quand même une notion d'écoute du corps parce que je me disais, bon bah voilà, je veux pas faire toujours plus. Je veux dire, le lendemain, je fais pas plus que la veille, quoi. Mais c'était en me disant, bon bah là, je suis moins explosé après une semaine à, je sais pas, 100 km, donc bon, j'essaye d'en faire 2-3. La semaine d'après, j'essaye de faire peut-être 110. Et il y a eu une progressivité, mais de fait, parce que je sentais que si de la semaine à 100 km, la semaine d'après, j'allais faire 200, en fait, j'allais être fracassé. Donc même si j'avais envie d'y aller, il y avait quand même un côté écoute du corps parce que j'ai toujours pensé un petit peu long terme en me disant la course à pied au-delà de la performance, parce que moi c'était une approche performance, mais performance très locale, tu vois. Le but c'était de battre mon père au début. Donc, euh, donc ça va, Très l'enjeu local, effectivement. Ouais, ouais. ouais, il était important, mais Ouais, voilà. bien sûr. Mais du coup, je sentais que la course à pied, c'était un truc qui me plaisait vraiment. Donc, je me suis dit, je veux en faire beaucoup, j'ai envie de progresser, mais si j'en fais trop, je vais me blesser, donc je vais moins progresser. Donc, il y avait quand même une vision un peu long terme en me disant, j'augmente le volume, mais je fais pas n'importe quoi, c'est pas open bar dans tous les sens, ou vas-y, je vais faire 50 bandes par jour. Donc, il y a eu une approche un peu équilibrée quand même sur la progression, même si tout n'était pas écrit sur le papier, ça a été un peu intuitif quand même. Ok, ouais, bon, bah, écoute, on comprend bien du coup comment tu t'es construit là, avec ce que tu nous as dit, c'est hyper clair en tant que coureur. Euh, Est-ce que tu t'es toujours vu comme quelqu'un de polyvalent ou c'est quelque chose qui est venu après? Bah, en fait, je me suis jamais posé la question de ma pratique parce que tu vois, moi, ce que j'aimais, c'était courir. En fait, depuis tout petit, j'ai bonne capacité d'endurance. Je le voyais gamin, je le voyais au foot quand je faisais du foot. C'était vraiment ça donc je sentais que moi, j'aimais bien, et puis j'aimais bien l'effort physique. Tu vois. Dans le foot, j'aimais bien à la fin du match, être carbonisé complet. Quand je jouais avec mes frères dans le jardin, j'aimais bien être cramé à la fin. Donc moi, ce qui me plaisait, c'était l'effort physique, c'était de bouger, c'était de courir. Donc quand j'ai commencé la course à pied, j'étais en études dans la ville de Nancy, donc très urbaine. Donc en fait, je faisais peu de trail. En tout cas, je connaissais pas le trail, donc je faisais de la course sur route, hein. Je courais le long du canal, je courais dans les parcs. Et quand j'ai commencé à rentrer un peu plus les week-ends dans les Vosges et que j'ai découvert cette ambiance de course, au début, bah, tu vois, je m'étais inscrit à des semi-marathons des 10 km parce qu'en fait, c'était ce qui existait. C'est moi ce que je connaissais. Et quand je suis rentré dans les Vosges, il y avait moins de courses sur route, il y avait des trails. Donc en fait, moi, quand j'ai voulu refaire des courses après la découverte de la course que j'ai fait avec mon père, qui a été une super expérience, je me suis dit, bah, je prends le calendrier des courses. À l'époque, c'était un calendrier papier qu'on avait dans les magazines. Et c'est pas si vieux, hein, mais Ouais, je veux dire, à l'époque, ouais, c'était il y a moins de 10 ans, quoi. c'était il y a 10 ans, tu vois. Et donc, je feuilletais et je regardais toutes les courses qu'il y avait dans les Vosges. Et en fait, c'était marqué que trail. Mais pour moi, c'était course à pied, course sur route, trail, c'était exactement pareil. Donc, en fait, j'ai tout de suite eu une notion de polyvalence, mais sans trop m'en rendre compte parce que je sautais de. Moi, ce que je voulais, c'était courir. Et pour moi, courir sur route, courir en trail, c'était la même chose, quoi. Donc, je me suis jamais posé la question, sachant qu'après, tout ce qui était piste, ça, bon, c'est venu beaucoup plus tard. Mais entre trail et route, pour moi, c'était la même chose, quoi. Ok, et du coup, ben, je vais commencer à rentrer un peu dans le sujet qui moi m'intéressait justement avec ton profil.
c'est que qui dit polyvalence sur le plan physique, physiologique, implique normalement, naturellement, une polyvalence sur le plan mental. On a beaucoup vu maintenant, bah, depuis une dizaine d'années, l'ère des réseaux où les athlètes comment dire, communiquent de plus en plus. Des athlètes de cours passés au long et expliquent que, ben, qu'il y a un process, que ça se fait pas comme ça. Pour eux, en tout cas, hein, je jette la pierre sur Ouais, personne. ouais. Que voilà, ça demande un certain temps, que c'est pas, on n'appréhende pas la distance de la même manière, c'est pas le même genre d'effort, etc., etc. Justement, est-ce que toi, mentalement, t'approches un 100K de la même manière, enfin, qu'un marathon, qu'un trail court, ou tu te mets, on va dire, dans différents modes, tu es un différent Benjamin qui va se mettre sur piste ou sur un 100 km de Millau, comment ça marche? Bah, au-delà du temps de préparation, comme tu dis, un Ouais. 3000, tu vois, je l'intègre dans la saison. Un 100 km, c'est un point majeur. Donc, la préparation est différente, mais en réalité, l'approche est vraiment la même. C'est que pour moi, comme j'ai toujours eu une approche volume et pas une approche vitesse, tu vois, de passer d'un 10 bornes, un semi à un marathon, en fait, la notion de distance, c'est la notion de distance qui va amener la notion de vitesse. Parce que forcément, sur un 10 bornes, on ira plus vite que sur un marathon. Mais j'ai jamais eu cette approche en me disant, tiens, s'il faut que je passe sur du long, il faut que je fasse telle chose sur du plus court. Moi, si j'avais envie de faire du long, je faisais du long. Parce que, encore une fois, quand il n'y a pas de notion de performance, tu vas vers où tu vas. Tu planifies pas de te dire, si demain il y a une course qui me fait rêver, je vais pas me dire, bon, bah, tiens, elle me fait rêver, il faut que à moins que ça soit un truc de 300 bornes qui demande une préparation monstrueuse, mais je me suis jamais planifié des trucs trop long terme en me disant il faut que je fasse cette étape, cette étape, cette étape. Donc pour un 100 km, quand j'ai commencé le 100 km, je faisais déjà des trails relativement longs. Alors en réalité, inconsciemment, je les avais fait les étapes. Je me suis pas inscrit à un trail de 60-80 bornes avant d'avoir fait un 40, un 50. Et c'est parce que j'avais envie aussi de me tester. Enfin, ça s'est fait quand même progressivement. Et tu vois, sur un 100 bornes, je me dis juste, bah, tiens, 100 bornes, la distance, elle ne me fait pas tant peur que ça. Je me dis, c'est une allure, c'est telle allure. Tu vois. Marathon, c'est telle allure, 10 bornes, c'est telle allure. Et après, je m'entraîne en conséquence, mais c'est pas très, très différent. Ok. Et quand tu es dedans, justement, sur le plan vraiment spécifiquement, là, tu m'as plutôt répondu sur le plan de la préparation physique, sur le Mhm. plan mental, ça change rien pour toi? Tu vas pas mettre de choses en place particulièrement pour une course ou pour une autre? Bah, disons que si l'objectif, c'est un objectif A, que ça soit sur un 100 bornes ou sur un format plus court, c'est à peu près la même chose. Je l'aborde à peu près de la même manière. Ok. Tu vois, je reste concentré sur la course. J'essaye de faire un peu mes rituels d'avant-course classiques. Mais pour moi, non, il n'y a pas une énorme différence. Après, la grosse différence que j'ai trouvée sur les courses longues, contrairement aux courses courtes, c'est qu'en fait, dans les courses longues, tu as le temps de te mettre dans la course. Limite, tu as moins de stress avant la course. Parce qu'en fait, un 100 bornes, tu peux pas faire de faux départ. Tu as largement le temps de te mettre vraiment dans ta course. Mm. Alors que sur un 3000 mètres et un cross, c'est encore pire. Tu vois, pour avoir fait les championnats de France de cross, là, il y a un vrai stress que j'ai pas sur d'autres formats. Mais ça, c'est lié au départ de course où il faut être tout de suite dedans. Le 100 bornes, limite, tu pars 5 secondes après, ça va rien changer, quoi. Donc là-dessus, Ok. je me suis rendu compte en faisant un petit peu de piste sur des formats courts, notamment. J'ai fait que le 3000 mètres, c'est le format le plus court. Mais j'en sortais un peu frustré en me disant que j'ai pas l'impression d'avoir eu le temps de rentrer dans ma course. En fait, à 3000 mètres, il faut être tout de suite dedans. Au bout du premier kilomètre, t'en peux déjà plus. Mais il en reste que deux, donc tu serres les dents, tu es dans le dernier kilomètre. Le dernier kilomètre, tu t'arraches et tac, il s'est passé moins de 10 minutes. Tout est fini. Tu te dis, bon, bah, tout ça pour ça, quoi. Alors qu'un 100 bornes, tu vois, tu peux stresser un peu avant, mais en fait, je suis vachement apaisé parce que je sais que bah, c'est cool. Tu vois, tu as le temps vraiment de rentrer dans ta course. Les 50 premiers kilomètres, c'est pas rien, c'est que de la patience, quoi. Et après, tu rentres vraiment dans ta course sur la suite. Donc, euh, donc c'est un peu différent sur les formats de course quand même. Ouais, justement, tu as commencé à parler de rituels d'avant-course. Est-ce que tu as déjà eu t'as une appétence justement sur la préparation mentale? Est-ce que tu en as déjà fait? Est-ce que c'est de manière autodidacte comme ton entraînement physique ou est-ce que tu es allé un peu plus loin? Est-ce que tu as déjà eu une démarche là-dessus? Bah, en fait, j'ai toujours fait de façon un petit peu autodidacte en me disant, tu vois, bêtement, je me dis, bah, moi, la préparation mentale, j'en fais pas parce que, en fait, je voyais pas de préparateur mental. Donc, je me suis dit, bon, bah, écoute, je sais que j'en fais pas.
Et en fait, quand j'ai rencontré ma compagne qui, elle, pour le coup, fait de la préparation mentale, elle voyait ce que je faisais. Et en fait, en parlant avec elle, elle m'a dit, bah si, c'est de la préparation mentale. Donc en fait, en regardant en arrière, ouais, j'en fais un petit peu. Je fais pas mal de visualisation sur réfléchir à ma course, essayer de dessiner le beau scénario de ma course, de me projeter un petit peu en visualisant toute la course. Il y a plusieurs travaux qui se fait. Il y a un travail qui se fait sur la stratégie de course et il y a un travail qui se fait sur plus le stress et réfléchir sur comment on va vivre la course, quoi. T'es sujet au stress? Je te demande ça parce que c'est vraiment un sujet qui est assez prédominant chez beaucoup, peu importe le niveau. Est-ce que tu vas être sujet au stress, donc qui va générer peut-être des maux de ventre, couper les jambes ou je ne sais quoi? Très peu, genre de stress. Après, j'ai forcément un stress Hmm. parce que dès que j'ai un objectif important, il y a une vraie implication. Tu vois, c'est un truc fort, quoi. Donc, j'ai une envie Bien de sûr. réussir. Donc, forcément, il y a un peu de stress, un peu d'enjeu. Après, j'en ai eu beaucoup plus. Enfin, j'en ai eu plus il y a une paire d'années quand j'étais à au niveau régional où j'étais plutôt dans un bon niveau régional où en fait, je faisais toutes les courses autour de chez moi et où tout le monde m'annonçait vainqueur avant que je fasse la course. Et c'était un peu les débuts où je performais, mais moi, pour gagner les courses, il fallait quand même que je m'emploie et que je me dépouille pas mal. Et alors, même si à la fin, je gagnais la course, je me Hmm. suis dit, OK, mais ça reste dur, quoi. Je savais que c'était pas la promenade du dimanche. Donc ça me stressait un peu en fait, j'avais presque peur je savais que j'allais souffrir, donc j'avais peur de souffrir sur la course, quoi. Ok. Et ce qui est paradoxal, parce que maintenant, c'est le premier truc que j'attends sur les courses. C'est que j'ai hâte de souffrir, parce que généralement, ça veut dire que c'est la fin de course et c'est là où ça se joue. Donc maintenant, j'ai appris à aimer cette difficulté. C'est ce que je vais rechercher sur mes courses. Ah, ok. Et, est-ce que, justement, tu parlais de ta compagne, c'est souvent le cas, on fait des choses, enfin, quand on est dans ton niveau, quand on est vraiment impliqué dans ce qu'on fait, on met en place des stratégies, on met pas forcément un nom dessus très particulier. Et est-ce qu'elle t'a aidé à dire, voilà, ce que tu fais là, de la visualisation, tu fais ça, 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 et elle t'a aidé à peut-être à jalonner quelque chose de peut-être un peu plus, je sais pas, pas carré, mais tu vois, un peu plus structuré? Ou t'es resté sur ton plan à toi? Bah, sur le principe, on n'a pas changé grand-chose. En fait, c'était vraiment la continuité. C'est en fait, il y a toute une ritualisation autour des objectifs, des courses. Depuis toujours, moi, j'ai toujours fait mes déplacements, les gros objectifs avec ma famille. Donc là, tu vois, même marathon d'Annecy ce week-end, on y est allé avec ma compagne et mes deux parents. Donc tu vois, il y a un côté un peu rituel, cercle familial qui est très rassurant. Donc déjà, moi, d'environnement avant course et même pendant la course et après course, c'est quelque chose que tu vois qui est très sûr, qui est très rassurant. Je sais Ouais, que j'ai ouais. un environnement voilà qui est T'es dans ton cocon, familial, que quoi. je connais, que je maîtrise. Donc en fait, moi j'aime bien un peu avoir la maîtrise de tout et j'ai un peu de mal à déléguer, mais quand ça concerne ma compagne et mes parents, c'est très facile. Donc donc là, il y a un vrai côté équipe qui m'aide moi mentalement en me déchargeant énormément, où je sais que quand je fais ce genre de déplacement, j'ai juste à penser à ma course. Tu as tout l'aspect logistique, bah, voilà, je suis beaucoup, beaucoup aidé là-dessus. Donc, il faut que je me concentre sur la course. Donc, en fait, ça enlève toute source de stress et j'ai juste à courir et par chance, c'est ce que j'aime. Donc ça rend très facile. Et après, sur le résultat, moi, je suis assez détaché avec le résultat parce que même si c'est des choses qui m'importent beaucoup, parce que c'est toujours les objectifs, on a envie de faire le meilleur chrono possible si on parle de course sur route, en meilleure place Hmm. possible sur les championnats. Mais j'ai tellement réalisé des choses que je pensais impossible quand j'ai commencé à courir. Parce que tu vois, quand j'ai commencé il y a 10 ans, pour moi, je m'amusais, je voulais performer, mais je me rendais pas compte. En fait, on sous-estime souvent ce qu'on peut faire sur 10 ans, tu vois, de progression. Donc là, je suis très accompli d'un point de vue sportif. Tu vois, avoir des titres de champion de France, gagner des belles courses. Tu vois, j'ai réussi à gagner le premier trail que j'ai fait il y a 10 ans, tu vois, dans les Vosges. Hmm. Et moi, c'est un truc qui me faisait rêver. C'est une course locale, mais ça avait beaucoup de sens. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis très détaché et tout ce qui arrive en plus, c'est que du bonus. Tu vois, j'ai pas l'obligation du résultat, la pression du résultat, même si j'ai un contrat avec mon équipementier New Balance. Et de fait, je comprends bien qu'il y a un enjeu de résultat. Mais je sais que si j'y vais en me disant que voilà, c'est que du bonus et sans pression particulière, en me disant il faut absolument que je perce sur cette course-là,
et ben, ça fait que j'y vais vachement détendu. Donc le stress, il est présent parce que c'est une pression que moi je m'impose, mais globalement, ça ne vient pas me polluer davantage. Je ne suis pas plié en deux, je dors plutôt très bien à la veille de course, même si bon, je dis pas que je suis, enfin, j'ai juste le stress qu'il faut pour que je sois sur la ligne de départ concentré, que je fasse mon rituel comme il faut, que je prenne tout au sérieux, mais ça vient pas me polluer, quoi. Ah, c'est hyper intéressant tout ce que tu viens de dire. Il me faudrait plusieurs heures là pour rebondir sur tout parce que c'est vraiment top. Tu parles justement de stress. J'en profite pour glisser un mot là-dessus parce que la plupart des gens que je rencontre dans le cadre de coaching ou autre euh, voudraient se débarrasser du stress. Et moi, mon premier rôle, c'est de dire, bah non, le stress c'est naturel, c'est physiologique, c'est autonome, c'est une fonction autonome du corps et heureusement qu'on l'a. Si on l'avait pas, on serait peut-être mort. Donc, il faut du stress. Et avant de se lancer sur même que ce soit un 10K, un tour de piste, un 800 mètres ou un 200 km, on va faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc, on a une réaction qui est là pour nous faire nous adapter. Et le stress est dit adaptatif. Il nous désadapte quand il prend trop de place et quand il devient, voilà, quand on n'arrive plus à gérer ça pour X ou Y raison, et ça après, chacun a sa raison, a ses raisons. Mais en tout cas, voilà, le stress est bon, et comme tu viens de le dire, ouais, j'y vais pour ressentir aussi ce stress-là. Il est juste là pour me faire sentir que c'est pas un jour comme les autres. Sinon, bah, on reste à la maison, quoi, si on n'a pas envie de ressentir ce stress-là, clairement. Très intéressant, tu parles aussi de tes rituels d'avant-course, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Tu me parles du cocon familial. Euh, Pareil, c'est ce que quand certaines personnes veulent absolument travailler sur le stress en disant t'as pas une technique sur le stress, en fait le stress ça va dépendre de chacun et ça va surtout être dès que le cerveau peut plus est dans un inconnu un peu trop fort, ben, on n'aime pas. Notre cerveau il est prédictif, il aime tout prévoir à l'avance, c'est son job. Du coup, faut être cool avec lui. Et quand on est dans un flou total où on ne maîtrise plus rien, ben, naturellement le stress va monter parce que ben, on maîtrise plus rien. Et toi, justement, tu as cette intelligence en tout cas, tu as créé ça. Bah, j'ai mon cocon, je suis bien, tout ça, je connais papa, je connais maman, je connais ma compagne, et puis bah, impeccable, quoi, j'ai plus qu'à courir. Donc, tu l'as résumé parfaitement. Euh, tu parlais justement à la fin, enfin, sur la fin de ton propos, euh, par rapport à ton équipementier, que voilà, que ton résultat, c'était pas le but in fine, c'était un résultat, donc ça allait couronner quelque part ton implication et comment tu as fait ta course et ton entraînement, mais c'est pas l'objectif, enfin voilà, tu cours pas après ça. Euh, Justement, donc tu as un équipementier depuis cette année, enfin fin d'année dernière peut-être, Non, c'est cette année, 2026. ouais, début de cette C'est année. 2026. Euh, on va dire c'est un nouveau statut depuis allez, quelques mois. Est-ce que justement ça change, ça n'a rien changé chez toi? Tu continues à rester dans ta bulle, dans ton cocon, dans ta routine, ou est-ce que tu sens que ça a changé deux, trois trucs? Peut-être être un peu plus reconnu, les réseaux, l'équipementier, il y a peut-être un peu de pression qui arrive qui n'était pas là avant. Bah, sur le papier, j'aurais tendance à dire que ça change pas grand-chose et en même temps, ça a obligé enfin, ça change forcément quelque chose. Depuis, peut-être milieu, fin d'année dernière, j'ai peut-être un petit peu plus de notoriété et un peu plus de visibilité sur les réseaux sociaux, notamment via la Saint-Élion où j'avais été, beaucoup médiatisé et puis, bon, au final, la course s'est pas bien passée. Mais moi, quand ça s'est passé, j'ai pas eu l'impression que, tu vois, tous ces éléments extérieurs, ça me mette de pression particulière, hein, parce que, alors déjà, je suis assez à l'aise en me disant que s'ils sont venus me voir, bah, c'est par rapport à parce qu'ils ont vu mes résultats passés et du coup que mon fonctionnement passé, ouais, il marchait bien. Donc j'ai pas de raison de changer ça. Et puis, je suis quelqu'un qui est quand même relativement exigeant, donc je me mets suffisamment moi de pression entre guillemets sur les événements. Je me dis eux, ce qu'ils veulent, c'est que je continue à faire ce que je fais. Donc il y a pas de raison que je change particulièrement. Et puis là-dessus, ils sont très intelligents. Il faut que l'athlète, voilà, il change pas ses habitudes. Moi aujourd'hui, j'ai un fonctionnement dans mon cadre familial, donc j'ai pas forcément besoin que New Balance me mette à disposition davantage, même s'ils ont la possibilité, hein. On a une super équipe, on a des médecins, on a des préparateurs mentaux, on a tout ça. Mais aujourd'hui, moi, j'aime bien être routinier, j'aime bien être dans un cercle familial qui est contrôlé, j'aime bien être dans un environnement qui est vraiment connu. Donc, il n'y a pas de raison que ça change. Donc, après, pour la partie plus notoriété,
moi, je vois les médias et les réseaux sociaux plus comme un jeu, en me disant, voilà, chaque média a envie de raconter son histoire. Un jour, c'est machin qui est favori, l'autre jour, il met telle personne. Après, je connais les journaux, ça fait maintenant 10 ans que j'ai des articles de la presse locale et je connais un peu, enfin, je vois un peu le monde du journalisme, comment ça fonctionne. Généralement, quand on connaît parfaitement un sujet et qu'on lit un article, il y a toujours des petites erreurs. Donc, en fait, c'est ce qui veut dire que, tu vois, moi, quand on parle de ma course, je pense que si je vois des articles sur comment s'ils veulent raconter ma course du marathon d'Annecy, par exemple, sans doute que ça sera très différent de la réalité. Et pour autant, ça sera très bien parce que ça racontera une histoire. Et Ça donc, du coup, t'impacte pas, quoi. T'es ça détaché. m'impacte pas. Moi, je suis très détaché avec. Ça m'amuse de voir ce qui se dit. Et puis, déjà, c'est super flatteur, tu vois, quand on t'annonce potentiellement favori d'une course. Moi, c'était une course que je voyais quand j'ai commencé. Et je me dis, putain, c'est moi que je regardais les favoris, ça me faisait rêver. Donc, savoir que tu as le potentiel de gagner la course, à la limite, c'est très flatteur. Mais ça me met pas davantage de pression parce que. Enfin, je pense pas. Après, c'est difficile de savoir si inconsciemment il y a des choses qui se passent, mais Bah, en tout moi cas, j'aborde les sur, courses. sur les résultats, après coup, c'est facile, enfin, entre guillemets, c'est plus facile de juger. Là, on peut parler du marathon d'Annecy hier. T'es arrivé avec une belle étiquette quand même. Mhm. Je sais pas si c'était une étiquette de favori, parce que j'étais pas sur place et tout, mais en tout cas, pas pour jouer devant, bah, t'as pas déçu. Et justement, c'est pas quelque chose que tu as ressenti qu'une pression énorme sur les épaules, ça t'écrase pas, tu as fait ta course quasiment beaucoup tout seul quand même. Mhm. Euh, Bah voilà quoi. Donc le résultat, il est là quoi. Ouais, bah, en plus généralement moi j'essaie de pas trop me cacher derrière mes objectifs. Hein, je dis pas, enfin je le dis, mais dans le cercle familial, je me dévoile un peu plus. Tu vois, le marathon d'Annecy, tous mes proches à qui je parlais de chrono, j'ai dit je veux faire entre 2,12 et 2,14. C'était l'objectif initial. J'avais dit il faut que je fasse de moins de 2,14. Moi, j'ai fait De 2,13. 13. Donc là, je tape au milieu. Donc tu vois, c'est pas trop mal. Et puis pareil, j'avais différents scénarios. Donc je me cache pas en me disant je vais faire le maximum. J'essaye de m'engager sur le résultat parce que c'est quelque chose auquel je crois moi. Donc j'ai pas de problème à le partager. C'est pas parce que je partage mes ambitions que ça met davantage de pression. La Saint-Élion, pour en revenir, parce que c'est un bon exemple, les médias m'ont annoncé, m'ont pas annoncé vainqueur, mais m'ont annoncé comme favori. Et moi, mon objectif sur la ligne de départ, c'était de gagner la course. Alors, je l'ai sans doute pas abordé de la bonne manière parce qu'on avait un plan de base et j'ai peut-être pas suivi le plan, mais ce que les médias ont annoncé, c'était la réalité. Et j'avais pas eu besoin des médias pour me mettre la pression en me disant, voilà, c'est une course que j'ai envie de réussir. Alors, avoir des objectifs de gagner les courses, c'est pas toujours les objectifs que je préfère parce que c'est des choses qu'on maîtrise pas forcément. Il Mm. suffit qu'il y ait quelqu'un de bien meilleur et en fait, bah voilà, Exactement. Mm. ça dépend pas de nous. Donc moi, j'essaye quand même de fixer des objectifs qui me concernent moi. Quand je dis que je veux gagner la course, généralement, je regarde les chronos et les courses des années antérieures et je me dis, c'est des chronos que je peux atteindre. C'est pour ça que le marathon d'Annecy, j'avais deux approches. J'avais soit l'approche chrono, soit l'approche place, en me disant, bah voilà, j'ai un chrono que j'aimerais bien faire. Après, s'il y a possibilité de jouer la gagne, ça passe au-dessus du chrono. Donc, et c'est ce qui s'est passé. J'ai fait quand j'ai vu qu'on partait devant en tête à 3-4, je me suis dit, bon, bah là, le chrono, il est plus secondaire parce qu'il y a possibilité de gagner un beau marathon. Alors après, à partir du moment où je passe premier, je suis moins dans le calcul. Je me dis, bon, bah voilà, maintenant je suis en tête. Si je peux faire aussi un beau chrono, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Mais Ok. en Et fait, tu t'as. Pardon, vas-y, fini. j'essaye de baser mes objectifs sur les trucs que je contrôle vraiment. Donc la place, on contrôle pas, et même les chronos purs, je mets toujours des fourchettes parce que tu vois, une mauvaise météo, c'est pas parce qu'il y a eu plein de vent et que je fais pas le chrono annoncé que la course est mauvaise, quoi. Donc en fait, moi, mon objectif toujours, c'est d'arriver à la fin en me disant, ah, j'ai pas de regrets, j'ai fait la belle gestion de course, sur la ligne d'arrivée, je suis explosé, je suis satisfait de ma course. Et après, tu vois, je me suis déjà satisfait de podium, de troisième place, de top 10 sur des courses. Et à l'inverse, j'ai déjà été un peu frustré de gagner des courses en me disant, j'ai peut-être été trop tendre sur la course là. Donc il y a un objectif qui dépend que de moi, c'est le côté s'employer à 100%, mentalement, physiquement. Et ça, c'est moi qui le maîtrise. Excellent. Ouais, j'ai rien à rajouter. Évidemment, c'est la base de la base de la base. Tu ne peux que construire quelque chose sur quelque chose que tu maîtrises toi. Et en fait, je prends toujours cet exemple.
Admettons, tu gagnes la course, mais tu fais tout à l'envers, mais tu gagnes la course. Mm. Euh, à quel moment tu peux capitaliser sur une place? Jamais de la vie, on peut pas capitaliser une place. La place, elle vient juste de donner la petite cerise au bout qui est hyper agréable, hein, je ne vais pas se l'enlever. Mm. Mais tu peux pas capitaliser des choses à remettre en place ou voilà, pour la suite sur une place. Tu peux que capitaliser sur ce que tu as fait pour cette course, Bah, ce que tu as fait ou ce que tu n'as c'est pas fait. sûr. Donc Après, non, sur route, c'est plus facile parce que tu vois, il y a le chrono est comparable partout. En trail, c'est toujours difficile de savoir si on a fait une belle course ou pas. d'autant Alors plus maintenant, il en y a les trail, ça n'a indices. pas de sens le temps et la place en trail, chaud quoi. Bah oui, oui, complètement, complètement. Mais c'est, tu vois, c'est un truc que je dis naturellement comme ça, mais des fois, enfin, quand tu vois un résultat de course, des fois, tu vois la place, tu vois le chrono. Sur le principe, enfin, la théorie, je l'ai, hein, c'est vraiment ce que j'applique. Et pour autant, des fois, bah, tu vois, tu, tu te rattaches quand même à des Tu te laisses prendre chronos, au à jeu des un peu places, quoi. Ouais. ça devient de polluer un petit peu, quoi. Et tu vois, typiquement, le championnat de France de trail où j'y allais avec un peu d'ambition parce que j'avais envie de retourner sur trail, je fais une septième place. Tu vois, je fais une course, belle gestion de course, course pleine à mon niveau. Et une septième place en soi, bon, j'espérais mieux, mais les mecs devant étaient plus forts. Et j'avais un petit grain de frustration. Alors, c'était pas tant par rapport à la place, c'était plus par rapport à la manière, en me disant que le niveau que j'avais sur cette course, c'était pas le niveau que j'avais enfin, que j'avais voulu avoir. Tu vois, sur les descentes, sur les parties techniques. Enfin, là, on rentre dans le détail, mais globalement, j'avais fait la course pleine, mais mon niveau à l'instant T, il me plaisait pas. Donc, j'étais un peu déçu de mon niveau, mais pas tant de ma course. Donc, tu vois, des fois, c'est un peu des regards en arrière qu'on fait après les courses, hein, un peu d'analyse pour voir comment ça s'est passé. Mais je pense que Ouais. si je reprends tous mes résultats, il y a du bon, il y a du moins bon. C'est souvent lié à ma course, comment je la vis, quoi. Et après, Ouais, mais généralement. on peut se fier que de toute façon, on peut se fier qu'à on est obligé de commencer l'analyse pour moi par soi. Après, évidemment, c'est ça qui est rigolo avec notre sport et qui peut être pris comme un jeu. C'est que on n'est pas dans une confrontation directe tout le temps. On n'est pas au Mm. tennis ou à la boxe ou en un contre un. On est vraiment, Ouais. on est peut-être certaines courses 100, 200, 3000, 2000 au départ. Bah, sur 2000, il y en a peut-être un qui est meilleur que nous, quoi. Tu vois, Ah ce oui, serait oui. pas faux, quoi, de se dire ça, même quand on est très fort. Mm. Et forcément, et pourtant, quasiment la grande majorité le fait, c'est on va être satisfait de la course à partir du moment où on a rentré un objectif qu'on avait un peu inventé dans sa tête en fonction de son classement ou de sa cote, en disant bon, si je fais top 100, j'aurais fait une belle course. Et si je fais 110e, bah mince, je suis frustré. Ouais. C'est tellement dommage, alors que peut-être que la course a été super bien réussie de son point de Ah vue et bah qu'on oui, oui. avait tout donné. Je voulais revenir sur la Saint-Élion, justement. C'est là où voilà, tu as commencé un peu à prendre la lumière médiatiquement à l'hiver dernier. Je me suis dit vraiment, alors moi je te connaissais de loin, parce que tu es quand même quelqu'un de discret, bon, on voit que tu performes quand même, et je t'avais pas beaucoup entendu. Et là, bah, les gens parlent de toi, les genoux dans le gif, tout ça, ça faisait pas mal de blagues sur ton sujet. T'allais écraser la course et tout, et je me suis dit, purée, ça doit pas être si facile que ça pour quelqu'un d'un peu voilà calme on va dire dans son coin t'es pas un clown sur les réseaux quoi. Euh, ça t'a affecté ça ou t'es resté sur ta voilà c'est le jeu Bah, moi, ça m'a fait marrer. Alors, Genou dans le gif, moi, je suis très bon client parce que j'adore leur humour. Et puis, Romain Schmidt, maintenant, c'est devenu un bon ami, mais qui est du coup le créateur des Genou dans le ouais. gif. Mais non, ça m'a fait rire parce qu'en fait, encore une fois, c'est le jeu des médias de raconter des histoires. Hmm. Et encore plus quand c'est des médias un peu satiriques comme ça, un peu humoristiques. Mais même après, tous les médias plus sérieux, entre guillemets, s'y sont mis également. C'est ça exactement ils ont repris le truc ouais. Après moi, c'était mon objectif hein, de faire la course. Après, le côté écraser la course, ça, je le prenais plus l'aspect comique parce que je voyais les inscrits. Sur le papier, j'étais quand même pas le favori. J'avais des beaux chronos sur route, mais j'avais aucune référence sur trail. On avait Sylvain Cachard, le vainqueur de la course. Moi, pour le connaître et voir ses résultats, ouais, il était monstrueux. Il était plutôt favori sur le départ, même si il n'était pas encore expert des distances aussi Hmm. longues, même s'il avait fait des courses presque similaires. Donc, moi, j'avais cette vision en me disant, bah, il faut qu'il raconte quelque chose. Puis ça me faisait plutôt rire. Mais en même temps, ce qu'il racontait, moi, c'était un truc, je m'entraînais pour ça. Je m'entraînais pour alors, gagner la course, en tout cas pas gagner la course, mais
je sentais que le niveau que j'avais me permettait d'être sur le nom des favoris. Et à partir de là, c'était déjà super positif. Après, il fallait faire la course. Il fallait faire une course pleine, mais que je gagne ou que je gagne pas. Je me suis jamais dit, tout le monde m'annonce vainqueur, je gagne pas la course, tout le monde va m'insulter, ils vont me dire que je suis un nul. Tu vois. Au contraire, je trouvais presque ça comique que, bah, du coup, le scénario est drôle parce que c'était pas ma première abandon à Saint-Élion. Et tu vois, le côté tout le monde m'annonce vainqueur et je fais un magnifique abandon et j'explose à la mi-course en étant en tête. C'est presque un scénario qui m'amuse en réalité, plutôt que quelque chose qui pourrait m'enterrer à tout jamais. Je le vois avec. Ouais, non, ça me Mais tu fait vas pas te plutôt mettre, rire. Même si... tu t'es pas mis sous ta couette le lendemain en disant non, 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 j'ai non. Et perdu. puis tu vois, j'ai discuté même avec les médias quand j'étais dans le mal pendant la course. Enfin, j'ai pas mal vécu l'abandon. J'étais déçu parce que j'avais pas le niveau, encore une fois, j'avais pas le niveau que j'avais envie d'avoir à ce moment-là sur le jour J. Pour autant, je me suis pas dit merde, qu'est-ce que vont penser les gens? Parce Mais que ouais, moi, pardon, ça c'est. me. Ouais, excuse-moi, je te laisse finir. Enfin, je veux dire, de toute façon, ça, c'est. J'étais un peu. Je me suis déçu plus moi-même. Après, je suis déçu aussi de me dire, tiens, ma compagne, elle s'est tapée la nuit blanche. Elle a peut-être pas vécu la meilleure minute de sa vie parce que c'est toujours un peu Et oui. stressant pour les accompagnateurs. Mm. Donc là, je me dis, tain, c'est quand même con tout ça pour ça. Mais si je pense à la course en elle-même, voilà, c'est le jeu. On peut pas tout gagner. Des fois, ça se passe pas bien. C'est pas très grave. Et j'aurais presque envie de dire que si j'abandonne tous les ans, ça me ferait presque marrer. Mais en même temps, j'aimerais bien finir la course quand même. Donc, et puis peut-être la gagner un jour. Donc, je vais peut-être pas jouer ce jeu-là non plus. Mais... C'est vraiment hyper intéressant là, de noter, enfin moi je note en tout cas que tout ce que tu arrives à tout prendre, tout ce qui est de l'extérieur, on va dire, ton monde intérieur, c'est toi qui le construis, donc déjà tu es, très structuré sur ça. Mais tout ce qui vient de l'extérieur, que tu maîtrises donc pas, les médias qui parlent de toi, c'est pas toi qui maîtrises, les genoux dans le gif qui font des blagues, tu maîtrises pas forcément, etc. Ben, tu le prends toujours à ton avantage. Et je trouve ça très intéressant parce que tu le trouves, c'est pas que tu le transformes parce que personne n'est là pour te faire du mal, hein, mais c'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, tu sais utiliser comme toi, soit comme un boost, soit comme quelque chose de normal, soit comme quelque chose de marrant. Donc, je trouve ça assez intéressant qu'à chaque fois, tu retombes sur tes pattes comme ça, sur non, non, bah, c'est cool. Si on m'annonce, comment dire, dans les vainqueurs, c'est que je le mérite et que c'est flatteur. Tu vois, je trouve ça chouette de dire ça. Oui, oui. Et peut-être même si je le méritais pas, je me dis, bah tiens, aujourd'hui, ils avaient envie de parler de moi. Bon, bah voilà, très bien. Non, non, Mais c'est bon, en soi, puis après, j'ai un bon entourage, tu vois, j'ai un peu les pieds sur terre. Tu vois, je me laisse pas non plus, je sais pas, je pars pas en vrille en lisant des articles en me disant que je vais gagner la course. Je pense que le fait d'avoir un environnement familial vraiment équilibré, tu vois, avec ma compagne au quotidien, mes parents, mes frères qui me soutiennent, ça fait qu'en fait, je m'entraîne un peu à l'écart de tout ça en réalité. Tu vois, l'entraînement au quotidien, c'est si je suis dans les Vosges tout seul, je m'entraîne, on a notre vie à deux. Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui est loin des réseaux sociaux un peu clinquants où voilà, on a l'impression que en fait, c'est une vie à 200 à l'heure et tout, mais en fait, 99% du temps, enfin, moi, je m'entraîne, on a une vie tranquille. Et donc, du coup, après, ça, on reste, tu vois, on est dans le quotidien, quoi. Et les quelques moments où il y a un peu d'effervescence autour de ça, c'est pas très souvent. je voulais embrayer là-dessus, mais avant, j'avais une question à te poser sur la Saint-Élion. Quand on regarde un peu ta fiche, tes résultats, on voit que tu es un coureur quand même qui délivre pas mal. Quand tu te présentes sur une ligne de départ, en général, tu arrives à l'arrivée et tu performes plutôt pas mal. Tu es quelqu'un d'assez constant dans la. Voilà, tu délivres. Sauf la Saint-Élion, plus ou moins. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la Saint-Élion? Est-ce qu'il y a quelque chose? C'est une bête noire ou c'est juste le hasard qui fait qu'à la Saint-Élion, il y a des choses qui vont pas? Est-ce que tu as une explication? Bah, c'est une vraie question. En réalité, moi, j'aime tellement cette course-là que je me dis, je planifie ma saison, tac, je mets mes objectifs et à la fin de l'année, il y a la Saint-Élion. Et tu vois, là, ça, j'ai fait 3 abandons de suite. Mais je pourrais me poser la question en me disant, tiens, trois fois de suite, c'est plus un hasard. Au bout d'un moment, ça devient une occurrence. Donc, il y a peut-être, enfin, Bah, ce surtout qui que ça arrive s'appelle. plus ou moins que sur celle-là, pas que, mais dans les. Oui, oui, c'est vrai qu'à chaque fois, normalement, les objectifs, ces 3, 4 dernières années, à chaque fois, c'était la Saint-Élion qui avait un peu Tu les merdouillé, coches quoi. tous en général, ouais, sauf celle-là, quoi. Ou alors une course de fin d'année. Par exemple, tu vois, 2024, j'ai pas pu aller à la Saint-Élion, je suis allé au championnat du monde de 100 km.
je fais 15e, qui est un beau résultat, mais une Ouais. course où j'ai explosé au 80e et j'ai fini. J'ai perdu 15 minutes parce que je me suis fait masser par le kiné, quoi. Donc peut-être qu'il y a un côté, je suis trop attaché à cette course-là, tu vois, parce que c'était la première course un peu aventure que j'ai découvert. Je l'ai découvert en 2019 où je l'avais fini. 2018. J'avais fait 2018-2019 où j'avais fini la course. Et j'avais adoré cette course-là. L'ambiance, le côté, en plus, c'était des météos pourris. Donc, euh, ça rajoutait un côté ultra aventure, ultra bizarre à cette course-là en plein hiver. Il faisait froid, il pleuvait. Et je me suis dit, tiens, c'est une course incroyable. J'aimais bien l'ambiance nocturne, l'ambiance, Mm. tout le côté de ville. Alors que j'ai pas d'histoire particulièrement avec Saint-Etienne et Lyon, mais le fait d'avoir découvert ça, j'ai vraiment eu cette course, une espèce de coup de cœur. Et quand j'y suis retourné, en fait, les premières années où j'ai fini la course, j'y allais sans ambition. L'objectif, c'était de finir, tu vois, très bien, de finir, pas de performer, mais j'avais pas le niveau qui me permettait d'ambitionner d'être devant. Et plus j'ai progressé, plus je commençais à me rapprocher et à me dire, tiens, peut-être que je peux intégrer un top 10, gagner la course. Et peut-être que le fait d'avoir une attache émotionnelle avec cette course-là, ça vient peut-être me mettre une pression ou me faire faire les mauvais choix. Tu vois, typiquement, la Saint-Élion de cette année, j'étais dans une super forme. Le scénario était vraiment de faire un départ tranquille, un peu planqué et tout. Et en fait, j'ai tenu 10 km. Et après, j'aime tellement cette course, l'ambiance que ça dégage. J'ai vu que j'avais la possibilité d'être devant, j'ai couru devant, j'ai joué devant et j'ai adoré. Franchement, j'ai fait 50 bornes, j'étais fin heureux, quoi. Comme un gosse, devant à la Saint-Élion sur une course, j'arrive à Sainte-Catherine au ravitaillement. C'est mythique pour moi, tu vois. J'arrive en tête, il y avait un côté comme un gosse, quoi. Sauf que ça m'a rattrapé, j'ai explosé complet. Et peut-être que si ça avait été une course plus classique, en tout cas pas la Saint-Élion, je me serais tenu à mon plan en me disant non, c'est pas le plan. Tu vois, comme à Annecy. À Annecy, le premier semi-marathon, je le fais en 1,7. Alors je parle de Annecy parce que les courses sur route, tu vois tout de suite si t'es parti trop vite ou pas. Tu vois, le chrono, Ouais. ça ment pas, Ouais, ouais. surtout sur un aller-retour. Donc tu vois, là, je fais 1h07 au premier semi, j'aurais pu aller plus vite. Mais je suis resté sur mon plan qui était là, qui était calé en avance. Saint-Élion, j'avais un plan, je ne l'ai pas vraiment respecté, j'ai été un peu gourmand, quoi. Donc, peut-être que c'est cette course-là et l'attache émotionnelle que j'ai avec cette course-là qui fait que je respecte pas les trucs qu'on a réfléchi avant avec Clémence, ma compagne. Donc, il faut que j'apprenne à chaque fin de Saint-Élion où j'abandonne, je me dis, tiens, super, ça m'a fait une bonne leçon pour la suivante. Et pourtant, ça se répète. Donc, est-ce que j'ai raté un truc? Est-ce que voilà, il y a forcément un truc qui se passe avec cette course-là. Parce que elle a tout enfin, j'ai tout pour performer sur cette course-là. C'est un profil on Ouais, c'est un profil nécessite qui te d'être correspond hybride. plutôt très bien. Ouais. Vraiment parfait, quoi. Faut être routard, trailer. Normalement, Ouais. j'ai à peu près ça. Ouais, Euh, faut être vite sur le plat. Ouais, ouais, c'est il y a ça. tout Et qui c'est un va bien. format d'heures de course que moi j'adore. Tu vois, 5-6 heures de course, c'est optimal, quoi. Donc j'ai tout pour réussir cette course. Maintenant, je pense qu'il y a un côté mental à débloquer. Peut-être moins de pression de se dire que il faut gagner la course. Ouais, peut-être Parce pas que la gagner, mais juste te dire, bah, je rentre un top 5 ou un podium, et puis, ne serait-ce qu'en jouant un podium, il y a moins de stress que de jouer la gagne. Parce que, ouais, c'est exactement ça. Parce que tu regardes le podium chaque année, il est très ouvert. La gagne, elle est très dure, surtout quand il y a Thomas surtout quand il y a, sur la ouais, course. j'allais dire, surtout quand il y a la Mais, bête noire, Thomas Cardin dessus. Cette mais année, il n'y était sinon, pas. ambitionner un podium, ça paraît plus abordable, peut-être moins de pression. Après, je me suis toujours dit que je voulais la gagner. Après, peut-être que je me satisferais d'un beau top 5 ou d'un beau podium si j'ai la sensation d'avoir fait vraiment la course parfaite, une course pleine, une belle perf. Franchement, on parle de la gagne, mais en réalité, la gagne, pas à tout prix, quoi. Une belle perf, j'en suis très C'est content. ça, quand tu vises un podium, enfin là je parle de ton niveau évidemment, top 5 ou podium, bah voilà quoi, tu peux être un peu plus cool sur tes objectifs et en te disant, bon bah si à 20 bornes de l'arrivée je suis dans le coup pour la gagne, bah là Oui, tu mets tout à ce moment-là, mais et pas, pas oui, 10 kilomètres pas après le défilé. départ quoi. Oui, oui, non, mais clairement, surtout que la fin de course, elle est plutôt propice à ce que je performe dessus. Donc, Bon après je vais pas te faire non, des leçons là-dessus, de pacing, hein, mais après, tu vois, ça arrive pour les courses, ça arrive toujours alors fin d'année. J'ai tendance à dire que le 1er janvier, il n'y a pas un reset et on repart de zéro parce que en fait, ce qu'on a fait le 31 décembre, il va impacter le 1er janvier. Donc, c'est clair. mais mine de rien, course en fin d'année,
Tu vois, après souvent des objectifs qui sont plutôt sur des formats longs en septembre, Il faut plus prendre en compte octobre. ça peut-être aussi, ouais. Il y a peut-être aussi une fatigue mentale ou un côté saisonnier. Après, ce qui est paradoxal, c'est que moi, je performe vraiment bien en fin d'année sur des formats courts. Ouais, les beaux 10 km que j'ai fait, je les fais souvent en décembre. Donc, c'est pas une période où je sous-performe, octobre, novembre, décembre. Mais peut-être que il y a une fatigue du long, il y a peut-être un truc comme ça. C'est à voir. C'est un truc que je me suis souvent questionné parce que quand ça arrive trois fois quasiment Ouais, de suite, on peut se ouais, c'est poser des questions. intéressant. C'est intéressant. Et sur un dernier exemple de course dont on a parlé en préparant l'épisode, tu m'as parlé de ton éco-trail que tu as fait 2021. Ouais, exactement. Tu, tu le gagnes, mais justement, tu as eu une expérience particulière, justement, plus mentalement, et ce qui a eu un impact sur, justement, comment tu as ressenti la course physiquement, qui, justement, est un peu différent de ce que tu as l'habitude de vivre. Est-ce que tu peux nous raconter ça Ok. succinctement? Ouais, ça a eu un impact sur ma course, ça a eu un impact aussi sur la suite de ma carrière au final quand on regarde après coup parce que en fait 2021, alors on était post-Covid, Mm. donc un peu mort de faim sur tous les dossards parce Ouais, qu'on qui était très réouvre. content que ça reprenne sur les courses. Donc moi je m'étais entraîné comme un fou pendant la période Covid hein, entre home trainer, 1 heure autour de la maison au début, puis après un peu plus. Enfin, je m'étais vraiment, c'est là où j'ai vraiment structuré mon entraînement parce qu'on avait un temps réduit, donc c'était plus open bar, donc du coup j'étais très en forme et les premiers dossards qui ont suivi après la période Covid ont été, j'ai bien performé. Et donc quand je suis arrivé sur l'éco-trail de Paris, j'arrivais avec en étant conscient que j'étais très en forme. J'étais parmi des prétendants au top 5, top 10, tu vois. Mais tu avais des références, tu avais Seb Speller qui était là, tu avais d'autres grands coureurs. Donc j'étais loin d'être le favori sur la gagne. Donc moi j'y allais pour découvrir la course, faire un top 5, top 10 si possible. Et ce qui s'est passé, le scénario a fait que, en fait, à partir de la mi-course, quasiment, je me suis retrouvé en tête de la course parce qu'en fait, les 2 premiers ont explosé complet. Et moi, qui avais une gestion de course plutôt conservatrice parce que je voulais pas être tout de suite devant, je voulais juste, voilà, je laissais partir parce que moi, ce que je savais qu'il fallait que je fasse une course linéaire. Et je me retrouve, donc au début, toute la première moitié, je suis que concentré sur mes sensations de course, mes allures, sentir comment je suis, pas partir trop vite, une belle gestion. Donc tout allait bien. Et à la seconde où je suis passé en tête, j'ai eu un peu le vertige de l'approche de pouvoir gagner la course en me disant oh purée, il reste 30-40 bornes, je suis en tête de la course qui était une grosse course, hein, Eco-Trail de Paris, même si les montagnards vont rigoler, mais c'est quand même une course qui a Ouais, un peu de moins en d'importance moins quand même. maintenant, parce que tout le monde y va maintenant. Ouais, maintenant tout le monde y va, donc tout le monde C'est un joue le peu jeu. plus Donc, la mode maintenant. Mais c'est vrai ouais, qu'il c'est y ça. a Bah, cinq avant, ans en arrière, on s'en moquait encore un peu. Ouais. ouais, c'était un peu décrié, mais moi j'adorais parce que c'était une course qui court vite. Et je me suis dit, putain, c'est une course de niveau national, je suis devant. Je sais pas combien ils sont derrière, à combien de temps, parce que j'étais solo. Et là, j'ai eu un peu un vertige et j'ai subi mentalement énormément la course, tu vois, les 30 derniers, parce que j'ai fait que cogiter en me disant, putain, faut que j'avance, faut que j'avance. Et je me suis pas du tout concentré vraiment sur le présent, j'étais trop dans la projection en me disant, voilà, enfin, en pensant à la Mm. suite, quoi. Ouais, ouais. Et ce qui était très mauvais, parce que dès lors que tu sors du moment présent, en fait, tu te pollues énormément. Et la fin de course, je suis arrivé bah, physiquement fatigué, mais tu vois, comme une course de 80 bornes, mais mentalement cramé complet. Vraiment, j'ai gagné la course, j'ai gagné avec 8 minutes d'avance. Donc, tu vois, j'avais de la marge. Ah oui. Mais pour autant, je me suis mis une sorte de pression pendant la course, ce qui fait que ça m'a pas pourri la course, mais la fin de course a été très, très douloureuse Ouais, mentalement. c'était pas super bien vécu non plus, quoi. Ouais, et quand j'ai passé la ligne d'arrivée, j'étais vidé, complet, et je me suis dit, plus jamais l'éco-trail de Paris. Alors qu'en fait, c'était pas du tout associé à l'éco-trail. Les courses de 80 bandes roulantes, j'adore, quoi. Et je Mm. me suis dit, putain, je vais plus y aller. Et ça m'a vraiment, vraiment explosé. Et c'est vrai qu'à côté de ça, je me suis rendu compte a posteriori, j'étais tout seul sur la course. J'avais fait le déplacement tout seul. Tu vois, j'y étais parti, mes parents, ma compagne, m'avaient pas suivi parce que voilà, c'était comme ça. Du coup, j'étais tout seul, donc j'étais un peu perdu, j'avais plus mes repères. Et je me retrouve en tête devant, et du coup, j'ai plus que ça à cogiter. Et donc à la fin de cette course-là, moi, je gagne, c'était incroyable. J'étais très, très heureux de la course. Plutôt content en soi, la gestion de course n'était pas si horrible, mais c'était plus le vécu de la course qui était Mm. très compliqué. Et par la suite, j'ai refait des trails. J'ai fait les championnats de France de trail où j'avais fait une 4e place. J'étais très content, c'était près de chez moi.
Ça m'a remis un coup mental. J'ai fini la course pareil, peut-être trop focalisé sur le résultat ou en me disant, tiens, faut que je performe. C'est une course pour moi, il faut que je performe. Donc trop axé sur la performance. Et ça m'a tué mentalement. Et c'est pour ça qu'en fait, après, j'ai eu envie de changement. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le 100 km. Parce que moi, j'avais associé Ok. la difficulté et ce que j'avais éprouvé au trail et au format trail de 50, 60, 80 bornes. Alors qu'en réalité, c'était pas l'effort physique qui m'avait dégommé, c'était plus la pression que je me mettais et l'effort Oui, mental que c'est ça me. comment tu l'avais abordé mentalement et pas du tout la distance au C'est ça. final. Enfin, pas plus que ça, quoi. Bah non, pas la distance. Et au final, tu vois, quand je suis allé sur 100 bornes, j'y suis allé pour découvrir la distance. Je me suis dit, bah tiens, j'ai tout à découvrir. Et là, c'était la folie. Alors, le scénario a fait que j'ai fait champion de France sur le 100 bornes, mais la course était incroyable. Et en plus, c'était une course. Alors, j'ai eu la chance, j'avais mon frère qui pouvait me suivre en vélo. Parce que sur les 100 bornes, on a la possibilité d'avoir un assistant qui nous suit en vélo sur tout le parcours. Donc, tu vois, pour revenir Ah, avec c'est cool. le cercle familial, Ouais. là, j'étais dans un environnement ultra safe avec mon frère sur la course où on se focalisait que sur le moment présent. Tu vois, dès que je me projetais un peu, lui, il me remettait un peu dans le moment présent en me disant, bah, tiens, tu te concentres sur ta respiration, sur ta cadence, sur ton allure, sur ton kilomètre. On pensera au suivant après. Et tu vois, on l'a fait comme ça. Et même si les 20 derniers kilomètres, quand j'étais en tête, j'avais la possibilité de me projeter sur une potentiellement titre de champion de France, en réalité, le fait qu'il soit là, je pense que ça m'a quand même vachement gardé les pieds sur terre et je me suis vu gagner la course que, allez, les 2 derniers kilomètres, quoi. Dernière montée, je me suis dit, putain, là, on l'a fait. Je l'ai tapé dans la main sur les 2 derniers kilomètres en disant, putain, on l'a fait, quoi. Et j'ai vraiment pu me projeter que sur la toute fin, toute fin. Et du coup, j'ai vécu la course super différemment. Donc la finalité, je me suis rendu compte que c'était vraiment quand tu te projettes et que tu te mets la pression sur ce qui va se passer plus tard, sur le potentiel résultat, moi, ça a un impact terrible. Et par contre, quand je me concentre sur le kilomètre, sur voilà, réfléchir à faire bien les choses dans l'instant présent, c'est vraiment, vraiment plus facile. Donc c'est pour ça maintenant, en fait, je me suis rendu compte que c'est pas le trail qui m'a traumatisé, donc je reviens petit à petit. Donc tout ce travail-là que j'ai fait en regardant un peu en arrière, il faudrait que je le fasse sur la Saint-Élion pour voir, pour décrypter un peu ce qui a pas marché, ce qui bloque, parce qu'il n'y a pas de raison que ça marche pas. Alors peut-être que je gagnerai jamais la course, mais à minima que je fasse une perf où Y je performer me dessus, quoi. détache un peu cette pression et en me concentrant vraiment sur le moment présent et jamais se projeter sur l'après, quoi. Ouais, t'es juste aller t'exprimer sur la course comme tu t'exprimes sur les autres courses, quoi, tout simplement. C'est exactement ça. Ouais, c'est enfin, hyper intéressant tout ce que tu as dit, vraiment, vraiment top. Bah, je vais terminer avec ça. Vraiment, on voit que bah, ton équilibre familial et ton équilibre tout court, et c'est ce qui te fait que ça fonctionne très bien, en plus de tout le reste, en plus de ton entraînement, évidemment. Euh, c'est très structuré. Et est-ce que justement, alors, petite, comment dire, précision, c'est que je t'ai présenté comme un athlète élite, mais tu travailles à temps plein à côté, en Ouais, plus. c'est ça. Donc en plus Exactement. de borner, je sais pas combien d'heures par semaine, tu bosses à temps Je plein. bosse 35 heures par semaine, ouais. Moi, j'ai pas d'horaire aménagé particulier. En fait, alors Tu penses que c'est, c'est ce qui structure tout ça, justement? bah, C'est c'est ce c'est un qui des structure. Moi, piliers? j'aime bien fonctionner avec la contrainte parce que j'aime bien m'adapter autour de choses et le temps de travail, c'est peut-être aussi quelque chose qui m'enlève la pression du résultat sur la course à pied. C'est qu'en fait, ça a toujours été un loisir, la course à pied, depuis tout temps. Moi, j'ai jamais ambitionné d'être sportif professionnel. Je l'ai jamais envisagé parce qu'au début, c'était un loisir que je faisais à côté de mes études, puis à côté de mon travail. Alors forcément, ça a pris de plus en plus de place. Mais le fait de travailler à côté, tu vois, c'est un vrai équilibre. J'ai la vie pro, la course à pied, la vie perso, la vie familiale. Et tu vois, les trois fonctionnent bien. Ça rend les choses très stables, tu vois, comme un tabouret un petit peu, tu vois. Si Absolument, t'enlèves, j'ai déjà pris s'il y en cet a un exemple-là. Ouais. qui se déséquilibre, forcément, c'est un peu plus compliqué. Mais les deux soutiennent celui qui va un peu moins bien. Donc pour moi, c'est un vrai équilibre. Et tu vois, si demain j'ai la possibilité d'être professionnel, je suis pas sûr que ça me serve énormément. Et parce que qui dit professionnel dit beaucoup plus peut-être de pression. Et je pense que c'est pas anodin de faire de sa passion son travail. Alors, ça peut être génial, ça a plein de points super, mais ça a ses inconvénients. Et aujourd'hui, je suis pas sûr d'avoir envie de ces inconvénients-là, sachant que j'ai trouvé mon équilibre depuis Ouais. plusieurs années.
Donc, Bah, c'est ça, ton équilibre est construit. Comme tu l'as très bien dit, c'est l'exemple que je prends à chaque fois, c'est un trépied, un tabouret. Si ça fait partie d'un de tes pieds sans vraiment important, bah, tu l'enlèves, ça risque de se casser la gueule. Enfin, tu as des risques, peut-être pas, mais en tout cas, il y a des oui, oui, risques. oui, c'est risqué. Et en plus de ça, tu as ce côté, ok, maintenant, faut que je performe pour être payé. C'est-à-dire que c'est mon métier et si je performe pas, je serai plus payé ou j'aurai plus de sponsors à la Bah, fin oui, de l'année oui. et tout. Donc ça peut carrément tout changer. Et ça, c'est vraiment une façon de penser sur laquelle je reviens parce qu'avant, j'étais un peu tendance à me dire, ouais, le double projet pour les athlètes, bon, bah, on voit pas de double projet en foot. Tu vois, le foot, Mhm. il signe, quand tu gagnes 15, 20 000, 30 000 par mois, tu dis pas, oh, bah, je vais faire un double projet parce que c'est fun, ça m'équilibre. Hein, tu prends 30 000 Ouais. balles, t'équilibres rien du tout, tu vois, tu les prends. Mhm. Mais du coup, ouais, plus on avance dans la construction comme ça, surtout, bah, toi, tu as, 30 ans passés, tu as plus de 10 ans derrière toi de structuration, tu sais comment tu fonctionnes, donc c'est vrai qu'il faut être prudent avec ça. C'est ça. Euh, Est-ce que, bah, pour finir, les grandes lignes de la saison 2026 sont tracées, j'imagine? Tu te Ouais. prépares sur quoi? Ouais, Exactement. Bah, tu vois, suite à la Saint-Élion, en fait, la Saint-Élion me permet de voir si j'avais vraiment envie de retourner sur trail. Hein. Et même si la course s'est pas bien passée, en fait, j'ai adoré. Donc, je me suis dit, j'ai envie de garder la polyvalence. Donc, je garde cette polyvalence trail route. Et c'est pour ça, donc là, on a déjà passé les championnats de France de trail court et le marathon d'Annecy, qui était un objectif trail et un objectif route. Et ensuite, je vais sur le 50 km Alsace by UTMB, mi-mai, qui est un format à côté de chez moi, dans le massif des Vosges, en Alsace. Format 50 km roulant, donc pour le coup, vraiment idéal, enfin le genre de Mhm. format que j'aime, 50 km où ça court vite. Donc ça va être ça. Ensuite, j'ai le cross du Mont Blanc pour aller mettre un peu le pied en montagne, pour aller se secouer un peu. C'est une course sponsorisée par New Balance, donc on a la possibilité de faire une des courses. Et le format 23 km me va bien, c'est plutôt ascendant, plus de montée que descente. Ok. Et un format 2 heures de course, donc ça me permettra un peu de me sortir de ma zone de confort, ouais, Ouais. et peut-être de travailler sur des petits manques de technicité. Et après, j'ai peut-être la possibilité d'intégrer à nouveau l'équipe de France de 100 km. Il y a un championnat du monde en Espagne en septembre. Et la performance que j'ai fait au 100 km de Millau l'année dernière, Mhm. j'avais fait 6,19, donc qui était la deuxième meilleure marque française de tous les temps, pourrait me qualifier automatiquement peut-être Ok. sur des championnats du monde. Ah, c'est Donc tu vois, encore une saison la hyper, saison, hyper diversifiée. c'est ça. Mais toujours en ayant une cohérence, en se Ouais. disant, moi j'aime bien préparer deux courses en même temps. Donc, tu vois, quand je faisais les France de trail, j'avais quand même en tête Annecy. Donc, j'ai quand même claqué des séances à plat en me disant, ça va me servir à Annecy, mais ça me servira au championnat de France de trail. Les entraînements que j'ai fait pour Annecy, ça me sert aussi pour la course suivante qui est en Alsace, où on sait qu'il y aura des longues portions de plat, où il faut courir vite. Et pareil, tu vois, les courses du marathon du Mont Blanc, un truc hyper punchy pour travailler en puissance, ça va me servir, ça va forcément me servir sur la préparation potentielle des championnats du monde sur 100 bornes où Mhm. ensuite j'aurais juste à mettre du volume, j'aurais la puissance, je pourrais encaisser les chocs. Donc j'aime beaucoup préparer deux courses en même temps. Je trouve un peu les points communs de ces courses-là et je fais des entraînements, alors forcément très spécifiques aux courses, mais aussi des trucs un peu hybrides qui me permettent de me dire ça va me servir à la course A, à la course B. Et une fois que la course A est passée, des entraînements qui fassent la course B, la course C, et ainsi de suite toute la saison. Donc c'est aussi pour ça, quand on regarde les deux courses, on a l'impression que c'est très différent. En fait, il y a toujours des liens et je suis persuadé que le trail aide sur route et la route aide sur trail. Et comme le court aide sur le long et le long aide sur le court, que ça Effectivement. soit physique et mental. Donc j'aime bien ces saisons-là. On a l'impression qu'on perd en performance de ne pas se spécialiser. Et en réalité, c'est le cas. Mais sur le long terme, moi, je gagne vraiment parce qu'il n'y a aucune lassitude. Je peux enchaîner les saisons, je me blesse pas. J'ai toujours autant d'envie. Et à chaque changement de saison, il y a ça changement un peu d'entraînement. Et ce qui donne, il y a toujours une envie de s'entraîner. Parce que les entraînements sont dans l'année toujours assez variés, quoi. Ah ouais, c'est quelque part, tu fais aussi ce qui revient à la mode, parce que les modes sont des éternels retours, mais de faire, d'emmener les coureurs de montagne sur cross ou route l'hiver pour leur faire travailler, puis après remettre du long et tout. En gros, toi, tu fais, on va dire, un peu tout toute l'année et tu es juste avec des focus sur les courses que tu prépares et le volume faisant, comme on l'a dit au départ, que tu peux. C'est pour ça, ça me fait rire quand on dit il faut 3 mois pour préparer un marathon.
c'est devenu tellement démocratisé que le tout un chacun va se dire, OK, j'ai le marathon de Paris, j'ai 3 mois pour le préparer. Mais quand on part de rien, faut pas 3 mois pour préparer un marathon. On est Il d'accord. faut 3 mois quand on a un volume et quand on a un volume, bon, pas le tien forcément, hein, mais un volume. Et du coup, pendant 3 mois, on va être spécifique à ce qu'on va faire. C'est Ouais, ouais, complètement ouais. différent que de dire il faut 3 mois pour préparer une course. Bref. Ouais, c'est clair. Ok, bah écoute, non, je t'avais promis 1 heure, on a déjà dépassé. Merci beaucoup. On a fait un sacré tour. Franchement, tu nous as bien éclairé sur ta pratique et comment justement tu abordes tout ça et un peu les secrets de ta longévité aussi, et comment tu abordes toutes tes courses. Avant de te quitter, est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour passer dans le podcast, que ce soit un autre athlète, un confrère, une personnalité qui t'inspire sur la partie mentale, évidemment? Bah moi, j'ai mon confrère de 100 km qui est Guillaume Ruel, qui fait de la préparation mentale, je pense. Donc, pour le coup, lui en fait vraiment, et il le dit, donc ça, il aime bien en parler. Qui Ok, est un camarade cool. que j'aimerais retrouver sur les sélections d'équipe de France. Donc, Guillaume Ruel, je pense que c'est une bonne personne vraiment intéressante, qui a une approche un petit peu différente de la mienne, mais dans l'esprit, on s'entend très très bien. Avec grand plaisir. Si tu peux me faire un petit push sur Guillaume, je suis Mhm. très, très, très preneur. Ok, non, trop cool. Bah écoute, je m'arrête là. C'est bon pour toi? On a tout. Impeccable, Bah écoute, magnifique. j'ai hâte de suivre la suite. Rendez-vous dans quelques. Je pense que le podcast va sortir le 7 mai, donc on sera pas loin de l'Alsace by UTMB. Donc j'espère que ça Ouais, te portera chance et j'ai hâte de voir ce que tu vas faire là-bas. bah oui, carrément. Bon, normalement, c'est une course qui me correspond, c'est pas très loin de la maison. J'y vais en famille, donc Donc c'est bon, t'as tout ce qu'il faut. ça devrait bien se passer. Ça marche. Bah écoute, encore merci Benjamin. Je te souhaite une très bonne continuation. Je te dis à très bientôt. Ciao. Merci, à bientôt, ciao ciao. Cet épisode est déjà terminé. J'espère qu'il vous a inspiré ou apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Si vous souhaitez aller plus loin et optimiser votre préparation mentale, contactez-moi directement via mes différents canaux. Le premier entretien découverte est gratuit. Pour suivre mon actualité, je vous donne rendez-vous sur Instagram et LinkedIn. À la semaine prochaine dans un prochain épisode d'Ultra Mental.